Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris le Club. Salut Malika. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et bienvenue à nos trois invités. Philippe Janol est avec nous, gros nom du Paris Saint-Germain, plus de 200 matchs dans cette défense centrale dans les années 80 et puis également internationale et vainqueur du titre olympique avec l'équipe de France. On en parlera un petit peu plus tard. Salut à tous. Salut. Et avec nous également le journaliste Silver-Henri Cissé. Bonjour, je suis très content d'être là. Merci. Bonjour Silver. Et puis Thomas Hugues, notre confrère, journaliste animateur qu'on retrouve régulièrement sur France 5 dans son émission Média. Salut Thomas. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Maïka, salut à tous. Au sommaire, aujourd'hui dans Paris le Club, nous allons bien sûr revenir sur la victoire magistrale de Paris mardi soir. Il y aura une séquence rétro-nostalgie avec ce premier titre du Paris Saint-Germain 1986. Bref, un super programme aujourd'hui. Et surtout, comme chaque semaine, n'hésitez pas à réagir sur les comptes Facebook et Twitter de l'émission. Et puis nous ouvrons avec ce match face au Bayern. Retour donc sur cette rencontre avec les coulisses de ce match. En Ligue des Champions, Paris se donne les moyens de ses ambitions. Pour aller au bout de la compétition, l'histoire passe par Leverkusen dans la banlieue de Cologne. Préparation classique pour Ibra et ses coéquipiers, signature d'autographe avant la traditionnelle promenade en bord de Rhin. Le moment choisi par Claude Makélélé et le staff pour donner leurs derniers conseils. Le groupe découvre ensuite la Bay Arena où les rejoindront 1600 supporters parisiens. Au programme, jonglage pour les gardiens et réveil musculaire pour les autres. Juste de quoi prendre ses marques avant l'événement du lendemain. Le jour J, tout démarre pour le mieux avec un but dès la 3e minute de Blaise Matuidi. Puis un pénalty d'Ibra et une frappe du gauche phénoménale du Suédois. À 25 mètres, il envoie un missile dans la lucarne du gardien allemand. 3-0 à la mi-temps, Paris a plié son match. Au retour des vestiaires, Yohan Cabaye signe lui son entrée. Premier match en Ligue des Champions au PSG pour le Français et premier but. 4-0 à l'extérieur, le Paris Saint-Germain envoie un message fort à ses adversaires. Philippe, Paris a-t-il réussi, au-delà de ses espérances, ce test face à Leverkusen? Au-delà de ses espérances, non, je crois pas. Simplement, Paris a montré que il jouait maintenant avec les grands, avec les plus grands clubs, Barcelone, Real Madrid. Je crois que maintenant, la seule chose qui peut peut-être différencier ces clubs, c'est le palmarès. Mais sinon, sur le plan sportif, et en tout cas dans la capacité de pouvoir gagner cette compétition, Paris a prouvé qu'il pouvait le faire. Silver-Henri, on a le sentiment que tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont en mission dans cette Ligue des Champions. Vous le sentez aussi? On s'en est rendu compte parce qu'effectivement, il y a la force d'attaque qui nous a époustouflés avec notamment ce but d'Ibrahimovic. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le travail qu'ont fait notamment les milieux. Moi, ce que je retiens, c'est le travail de Matuidi et Verratti au milieu qui a été énorme. Et dès le début, parce qu'il y a ce but de la 3e minute. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut également noter, parce que c'est comme une quasi-absence. C'est-à-dire que le lendemain, le mercredi, moi, dans les journaux, j'ai regardé la presse et on n'a pas parlé de la défense. Alors qu'elle a fait un travail énorme, cette défense. C'est elle qui a porté toute l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on en discutait d'ailleurs juste avant le début de l'émission, c'est qu'à chaque ligne, tout le monde a fait son travail. Et c'est un coup de tonnerre qui a résonné en Europe, parce que le Paris Saint-Germain a montré que c'était une équipe qui est solidaire à tous les compartiments, il y a tous les postes, il y a toutes les lignes. Oui, puis ça, c'est l'ancien défenseur central aussi qui fait la promo de la charnière, c'est normal. Oui, non, mais c'est vrai que la défense était aussi impressionnante, oui, ça c'est évident. Moi, j'ai retenu une phrase d'Ibrahimovic juste après le match. On lui demandait est-ce que c'est la meilleure équipe dans laquelle vous ayez jamais joué? Il a dit, et ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est trop tôt pour le dire. C'est le palmarès qui permet de savoir si je suis... Voilà, et on le saura en fin de saison. Et Leonardo disait, Paris est une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est Je suis pas sûr qu'il ait pas regretté cette phrase pendant un petit moment. Pendant un petit moment. Est-ce qu'ils le sont tous? Est-ce qu'il n'y a pas un poste où on peut encore progresser? C'est difficile. On s'est beaucoup posé la question avant ce match-là du 3e poste d'attaquant. Il ne faut pas oublier non plus que Cavani n'était pas là pour ce match. En tout cas, sur ce match, ces 90 minutes, ils ont tous montré qu'ils étaient à la hauteur de la Ligue des Champions. Est-ce que Paris fait peur aux autres équipes de la Ligue des Champions? Ah ben là oui. Ah ben là clairement à partir d'aujourd'hui là oui, parce que 4-0 quand même au 2e du championnat allemand qui est dans un championnat emblématique. Même s'ils allaient un petit peu moins bien depuis quelques matchs, c'est quand même un signal. C'est un signal parce qu'en plus ils sont donnés tous rendez-vous au même moment et ils étaient tous dans la même phase, dans la même dynamique. C'est là où ils font peur. On attend avec impatience le match retour parce que ça risque de valoir son pesant de cacahuètes. Puis c'était un match à l'extérieur. Il y a eu une maîtrise complète à la fois dans
dans l'assurance, dans la technique, on l'a dit dans toutes les lignes. Puis rappelons-nous un petit peu aussi le match que Paris avait fait à Barcelone l'an passé. Oui. Déjà là-bas, elle avait déjà un peu posé les bases de ce qu'on voit maintenant. Donc, mais avec encore un niveau supérieur aujourd'hui. C'est sûr. Philippe, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Zlatan, parce qu'il a rarement été décisif dans la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est un nouveau Zlatan, 32 ans, avec une ambition nouvelle et surtout une efficacité qui était moindre à l'époque? Un nouveau Zlatan, je ne suis pas sûr. Il a toujours été... je pense que du fait de sa présence, déjà, il impressionne ses adversaires, quel que soit l'adversaire. Et puis même si parfois on a l'impression qu'il passe dans des matchs sans être vraiment... présent dans le jeu, il est toujours là, il défend quand il faut défendre, il revient sur les corners systématiquement, il fait preuve d'un esprit remarquable. Et puis quand il a un ballon de but, et même parfois il marque des buts quand on a vu mardi le but extraordinaire qu'il met, il est capable de tout, donc c'est un des meilleurs joueurs du monde, voilà, c'est clairement le cas. Et je crois qu'il va marquer encore beaucoup de buts. Alors évidemment, il a des joueurs avec lui qui lui donnent des ballons, mais lui est toujours disponible, fait les efforts. Je crois que c'est ça le plus important. Et ça se propage évidemment à tout le reste de l'équipe. Et puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, il ne jouera pas la Coupe du Monde. Et donc il va être disponible à 100% pour le Paris Saint-Germain. Il n'a pas cette crainte que d'autres grands joueurs peuvent avoir à un moment de la saison. Est-ce que je vais me blesser? Est-ce que je ne me retiens pas un petit peu pour garder du gaz Donc il peut jouer libéré un peu plus. Lui, il joue, si tant est qu'il rêve encore d'un ballon d'or, il le joue là avec le Paris Saint-Germain en gagnant la Ligue des Champions. C'est sa seule opportunité. Il y a eu aussi ce but de Yohan Cabaye. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en train de se faire une place grâce à ce but? Mais la place, il se l'est faite déjà, parce qu'avant d'arriver au Paris Saint-Germain, quand même, il avait une activité. C'est un joueur emblématique de l'équipe de France, un joueur emblématique de Newcastle, que Laurent Blanc a voulu, que Laurent Blanc a tout fait pour faire venir. Donc on n'a pas d'inquiétude. La place, il l'a. Alors petit à petit, il va prendre un peu plus de volume, parce qu'il faut qu'il s'intègre dans cette équipe. Mais moi, j'ai aucune inquiétude. Yohan Cabaye, aujourd'hui, est un quasi titulaire. Oui, mais en même temps, il y a un milieu qui est peut-être déjà, sans lui, l'un des meilleurs milieux d'Europe. Donc le milieu est encore plus fort, c'est cela? Oui, avec lui? Oui, parce que on n'ira pas. Paris ne jouera pas le championnat, la coupe, la Ligue des Champions avec seulement 3 milieux de terrain. Donc voilà. Vrai. Et puis on a la chance. Cabaye est français, c'est bien de temps en temps d'avoir un petit Français, un des meilleurs Français qui viennent jouer au Paris Saint-Germain. Et du coup, il y a 2 Français qui ont marqué mardi soir, donc c'est bien. Ça fait du bien, ça. Oui. Thomas, que pensez-vous de la déclaration de Nasser lorsqu'il dit « Notre ambition, c'est de gagner cette Ligue des Champions dans les 4 ans ». Est-ce qu'il sous-estime les capacités de son équipe ou alors est-ce qu'il est prudent et c'est très politique? Je crois que c'est un politique, Nasser. Donc il sait que s'il dit en début de saison on va gagner la Ligue des Champions tout de suite, il se met à lui et à l'équipe une pression supplémentaire qui est peut-être un peu trop forte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette ambition, mais c'était assez rusé, à mon avis, assez intelligent de ne pas l'afficher en début de saison. Il y a le cas de Manchester City quand même. 1 milliard d'euros dépensés en recrutement ces dernières années. Pour la première fois, ils atteignent les 8e de finale mardi dernier, et ils tombent sur le Barça, ils perdent 2-0 en attendant le match retour. Oui, on peut dire qu'ils sont pratiquement éliminés d'ailleurs. Pratiquement éliminés, alors qu'ils ont 2-3 équipes capables de jouer à ce niveau-là. Et puis c'est une forme de respect vis-à-vis de ces grands clubs aussi. Mais s'il peut la gagner tout de suite, il la gagnera. 1986, messieurs, vous vous souvenez, premier titre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Retour donc sur cette période dorée, 1986, la rétro. 26 avril 1986. Le Parc des Princes est en ébullition pour célébrer la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain. L'année de tous les records pour le PSG qui occupe pour la première fois la tête du championnat de D1, reste invaincu jusqu'à la 26e journée et décroche le premier titre de champion de France de son histoire. Sur le terrain, le casting est royal. Gérard Houllier s'appuie sur une colonne vertébrale de rêve. Le gardien de l'équipe de France, Joël Batz, Jean-Marc Pilorget, toujours recordman du nombre de matchs au club, l'aboyeur Luis Fernandez, Dominique Rocheteau en finisseur qui profite du génie du numéro 10 Safet Suzic. Le dribbleur passeur yougoslave est la star de cette équipe joueuse et spectaculaire. Meilleure attaque du championnat, deuxième meilleure défense, Paris déroule, enchante les foules. Rocheteau inscrit 19 buts et termine meilleur buteur. Comme un symbole, Luis Fernandez, capitaine emblématique, marque le dernier but de la saison avant de partir au Matra Racing. Ce samedi-là, le parc fête ses idoles. C'est l'apogée du PSG version Francis Borelli. Déjà très présent médiatiquement, le Paris Saint-Germain montre également que sportivement, il est devenu un club phare du championnat de France
après seulement 16 ans d'existence. Ça donne des frissons de revoir ça. Oui, non, c'est vrai, ça fait plaisir. Cette date, est-ce la première grande date dans l'histoire du Paris Saint-Germain, ce premier titre? Ben, oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le palmarès. Oui, parce que c'est le premier titre, tout simplement. Donc forcément, c'est une date majeure. Cette équipe-là, c'était l'équipe de Philippe et les autres. Il y avait tellement de talent. C'était déjà c'était un grand d'Europe sans les moyens du PSG d'aujourd'hui. Donc c'est encore plus fort comme exploit. Et dans les vestiaires, dans les vestiaires, c'était simplement une équipe de copains qui était en train de vivre une aventure extraordinaire. Et puis au fil des matchs, rappelez-vous, on est resté 28 matchs sans perdre. On avait battu cette fameuse série qui a depuis été battue. Mais voilà, on se sentait à la fois invincible, mais à la fois serein. On avait une belle équipe, c'est vrai, il y avait de très bons joueurs. On a eu parfois de la chance, on est revenu sur des scores en perdant 2-0 à Lens et on gagne 3-2, enfin des choses étonnantes. Vous vous souvenez de tout, hein, Philippe? Ouais, je me souviens de plein de choses, évidemment, ça reste marqué. Moi, j'arrivais de Nancy, c'était le Paris Saint-Germain, c'était un titre quand même que le club attendait finalement. Et puis voilà, on l'a fait, mais on l'a fait en toute simplicité et c'était que du bonheur. Est-ce qu'on peut comparer Sušić et Zlatan, Silver? Quelque part, oui, parce que moi, je suis un peu ému, je reste silencieux parce que j'étais dans les gradins à l'époque, la tribune C, et j'étais admiratif de toute l'équipe, d'un certain Sušić qui, quelque part, à l'époque, était le meilleur joueur au monde. Il faisait des choses extraordinaires, en tout cas pour nous, supporters, on le considérait comme le meilleur joueur au monde, et on était fascinés par ses dribbles chaloupés, par la manière dont il pouvait déstabiliser une défense, comment il pouvait mettre dans le sens, tout d'un coup, sur juste comme ça, un coup de rein, l'équipe dans le bon sens. Oui, on peut les comparer quelque part, en termes de respect, en termes d'impression qu'on avait vis-à-vis de ce joueur et de respect qu'on avait pour le joueur. Oui. Sušić était un leader dans le vestiaire, le Bosnien, qui jouait à l'époque sous les couleurs un leader, pas vraiment. Non. C'était pas lui, pas de coup de gueule. Je pense pas dire de bêtises en disant qu'il a jamais pris la parole dans les vestiaires pour dire quelque chose. Non. Par contre, c'était un gentleman. Moi, parfois, des gens me demandent. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? J'ai eu la chance de jouer avec Michel Platini à Nancy, donc voilà. Mais je mets Safet Sušić dans ses meilleurs joueurs du monde. Et puis comme c'était quelqu'un de parole et qui s'entendait bien avec Francis Borrelli, il est resté finalement à Paris. Alors je pense qu'il aurait fait une carrière phénoménale s'il était parti en Italie, évidemment, par rapport au Paris Saint-Germain. Thomas, un petit mot sur cette déclaration faite par Gérard Houllier qui pourrait être d'actualité. Gérard Houllier, en 1986, déclarait que Paris, où la pression est plus grande qu'ailleurs, il faut être bon et beau à la fois. C'est incroyable. Ah, c'est drôle. Voilà, donc c'est toujours valable aujourd'hui. Déclaration de l'entraîneur champion de France en 86. Vous mettez la photo de Laurent Blanc à la place de celle de Gérard Houllier et on se dit que ça a été déclaré il y a 15 jours par l'entraîneur actuel du PSG. C'est vrai que cette pression-là, à l'arrière, c'était même presque un reproche qu'on pouvait faire aux entraîneurs précédents et c'est ce qui donne énormément de crédit à la saison de Laurent Blanc à la tête du PSG parce que c'est pas seulement une équipe qui gagne, c'est aussi une équipe qui fait rêver les supporters. Des victoires à 4-5 buts d'écart, aussi nombreuses en une saison, moi j'ai pas souvenir de ça au PSG. Donc moi je vais au stade à chaque match, je suis abonné depuis 5 ans maintenant. T'as la banane pendant tout le match, quoi, c'est génial. Est-ce que les objectifs sont aujourd'hui encore plus élevés? Les actionnaires l'ont précisé. Je crois que titre de champion de France, un doublé et à minima, si j'ai bonne mémoire, c'est un quart ou une demi-finale, et plutôt une demi-finale. Donc l'année prochaine, ils vont certainement viser la finale. Mais c'est tout à fait logique et normal pour une équipe de cette envergure, avec les investissements, avec les joueurs qui sont présents, qui vont arriver. Alors on murmure qu'un peut-être un Paul Pogba pourrait arriver la prochaine saison, ce que j'espère parce qu'il faut des champions et il faut des grands joueurs qui en plus sont français. Les objectifs, c'est très bien qu'ils soient fixés ici, qu'ils soient énormément ambitieux pour arriver à la hauteur du Bayern, de Manchester United. Non, je ne vais pas dire Manchester United parce qu'ils vont très mal en ce moment. Ouais. Voilà, on va dire le Bayern ou plutôt du Real Madrid. Il y a un élément qu'on a tendance à oublier, Philippe, c'est que le club est très jeune. Il a été fondé en 1970. Comparativement aux grands clubs espagnols, italiens, son histoire est très jeune. On a aussi une culture différente de ces pays également. C'est vrai que c'est un club jeune, ce qui n'empêche pas. Enfin, je pense que tout le monde est très heureux de voir que ce club a une grande équipe maintenant, que cette équipe fait rêver. Enfin, voilà, on a de plus en plus de gamins qui rêvent avec cette équipe, qui portent le maillot dans la rue.
des gamins, mais aussi des moins jeunes. Donc c'est ça, le football, c'est quoi? C'est fait pour ça. Sinon, ça sert à quoi le football? Ça sert à faire rêver les gens. C'est bien, Philippe, la liaison est très belle puisque vous parlez de jeunes. Justement, Malika, vous avez rencontré les jeunes de la Fondation Qatari. En fait, pendant les vacances scolaires, la Fondation du PSG propose aux enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances des journées de foot. Et moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces enfants et de leur demander quels étaient leurs joueurs préférés. Alors, tu es supporter du Paris Saint-Germain? Oui, c'est mon pays que je supporte, c'est ma ville, c'est mes joueurs préférés, c'est tout ce que j'aime. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré Paris, l'histoire de Paris. Alors, tu es supporter de Paris? Oui. Comment ça se fait? Mon père m'a toujours dit PSG, PSG. C'est mon frère qui m'a raconté que Zlatan il était fort. J'ai envie de devenir footballeur. C'est ton rêve? Oui, et j'ai envie de jouer dans le Paris Saint-Germain. En plus. C'est qui ton joueur préféré? Menez, C'est vrai? Pourquoi c'est Menez? parce que j'aime bien son caractère. Zlatan Ibrahimovic, Pourquoi alors? parce que c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est celui-là qui a le plus de technique, c'est celui-là qui a la meilleure précision pour moi. J'ai toujours aimé ce joueur. Les figures qu'il fait acrobatiques quand il joue avec même la Suède, c'est magnifique, quoi. Zlatan, c'est leur cœur. Et après, les joueurs, c'est les poumons, le foie. Et eux, ils s'accrochent à lui, comme on dit. Jérémy Menez. Ah oui, comment ça se fait? Je sais pas, toujours Jérémy Menez. Toi, tu veux qu'il reste? Ah oui. C'est plutôt Thiago Silva, j'aime bien son jeu. Il donne toujours le ton, toujours là, toujours à supporter les joueurs, et j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont remporter cette année? J'espère la Ligue des Champions. Tu y crois? Tu crois que c'est possible? Oui, je crois que c'est possible. Ils ont les capacités pour l'avoir. Avec le Bayern qui est là, ça va être dur, mais bon. Il faut toujours y croire. Ça va être dur, ça va être dur. Parce qu'il y a des grands clubs encore en liste. Et ça va être dur de remporter la Ligue des Champions. On va essayer. Et le titre de champion de France? Ça, c'est sûr, ça. C'est sûr qu'ils l'auront. Ils vont remporter le championnat? C'est sûr, ça. C'est déjà fait? Ouais. Ils auront tout cette année. Ils vont tout écraser cette année. On t'a déjà parlé un petit peu de l'histoire du Paris Saint-Germain, des grands joueurs, des grands noms? Oui, Paoletta. Oui, Rai, Paoletta, très bon joueur, Ronaldinho, lui avec ses dribbles fantastiques. Il y avait un joueur que j'aime bien, il s'appelle Corridon. C'était un grand joueur. Est-ce que quand tu regardes les matchs le week-end, après quand tu retournes à l'école, le lundi, vous faites un petit débrief avec les copains? Bah oui, c'est normal. On parle du match, des buts et des joueurs, s'ils ont bien joué ou pas. Ah, tout le temps, c'est systématique? Ah, tout le temps. Quand on perd, on préfère pas en parler parce qu'il y en a qui sont pour l'autre équipe. Il y en a quelques-uns, ils sont pour Marseille. Bon, il y a un peu de tension de temps en temps, on les charrie un peu, mais ça ne dérange pas. Est-ce que tu t'aimerais être footballeur professionnel? Ouais, comme tous les petits, je pense. Franchement, c'est pas ce que je veux faire dans la vie, mais ça me plairait bien d'être footballeur, quoi. C'est pas le métier que tu Non, rêves c'est de plutôt faire? un loisir pour moi. D'accord. Bah, merci beaucoup, Karim. Merci, au revoir. Passez une bonne journée. Passe un bisou à Zlatan. Entendu ces enfants parler de leurs joueurs favoris. Thomas et Sylvain Rory, vous aviez une idole, vous, quand vous jouiez au ballon à 14 ans, 12 ans, il y a un joueur qui vous est rêvé? Bah, moi, j'étais à Bordeaux, c'était Giresse, forcément, et Battiston, parce que je jouais plutôt charnière centrale, libéro, etc. Donc la classe de Battiston, c'est vrai que ça me faisait rêver. Ah ouais. Moi, c'est Marius Trésor.
Ah ouais, parce que c'était la force, c'était le chêne, le tractopelle, le caterpillar, voilà, qui a joué à Bordeaux d'ailleurs, qui a joué à Bordeaux. Le genre de grand club, il a joué aussi à Bordeaux. Et l'image qui me revient, c'est effectivement Séville 82, quand il explose de joie et après on a la tristesse immense. Ce match, il s'arrête. J'ai pas pu le revoir, jamais. On m'a proposé de le regarder, je peux pas le revoir. Mais c'est Marius Trésor. Et ensuite, dans mon panthéon, bien sûr, Pelé. Mais qui n'a pas joué au Paris Saint-Germain. La différence, c'est que maintenant, il joue au Paris Saint-Germain. Les méga stars de notre époque, elles sont au PSG. C'est plus le domaine du rêve. C'est quand même génial. Philippe, vous avez aussi gagné le seul titre de la France aux Jeux Olympiques. Dans d'autres sports, comme le hand, le basket, c'est une compétition phare. Pourquoi vous expliquez que ça ne soit plus le cas avec le foot? Oui, c'est une bonne question. On avait là aussi une très très bonne équipe. C'était l'équipe B. Il y avait l'équipe de France A. L'équipe B était l'équipe olympique, puisque c'était la première année où les professionnels, en 84 à Los Angeles, avaient le droit de participer aux Jeux. Donc on en a largement profité, puisqu'on avait Albert Rus qui avait 30 ans. On avait tous quasiment 25-26 ans, donc déjà une longue carrière derrière nous. Alors que maintenant, ce sont des très jeunes. C'est moins de 21 ans, avec 2 ou 3 de plus de 21 ans. Donc la jeunesse explique sans doute le pourquoi la France n'arrive même pas à se qualifier très souvent aux Jeux Olympiques. C'est dommage. C'est une belle compétition. C'est en plus une compétition pour un footballeur complètement différente. Nous, on est toujours, depuis qu'on est tout petit, dans des tournois de foot, dans des matchs de foot. Il n'y a pas de podium, il n'y a pas de drapeau bleu, blanc, rouge qui monte, même si en équipe de France, il y a une Marseillaise. Mais voilà, nous, on a vécu ça. Et puis surtout, ça a été 2 ans d'une aventure, 28 matchs sans perdre. Là aussi, 28 matchs sans perdre, du début à la fin, du premier match Henri amical. Michel était l'entraîneur de cette équipe magistrale. Elle est où la médaille d'or? Elle n'est pas dans la salle à manger, mais elle est dans mon bureau, dans un cadre. Messieurs, si nous parlions un petit peu des news et de cette rumeur, alors j'aimerais avoir votre analyse, Sylvain Henry, sur le fait que le Parc des Princes pourrait être vendu aux Qataris. C'est dans la logique des choses. Ouais. Moi, je suis pour que l'actionnaire soit propriétaire de son stade, le fasse vivre, que ce soit un lieu de vie 7 jours sur 7, et qu'il en ait la responsabilité et qu'on sorte de l'économie mixte public-privé. Ce qui est compliqué, c'est de lui donner une valeur, en fait. C'est combien vaut un stade. Sur le marché, il n'y a pas de comparatif. Donc les professionnels de l'immobilier ne savent pas exactement. Est-ce qu'on prend le prix du mètre carré dans ce quartier entre le 16e à Paris et Boulogne? C'est un quartier cher. Est-ce qu'on prend... comment tu valorises un stade avant de décider à quel prix la mairie de Paris va éventuellement le vendre aux propriétaires du PSG? Ça, ce sera compliqué. L'important, c'est que le club reste dans ce stade. Je crois que c'est ça aussi qui était très important, parce qu'on avait dit à un moment que le club aurait pu déménager au Stade de France. Mais ils l'ont intégré dans l'esprit des dirigeants qataris. C'est le Parc des Princes qui est le club du futur. Oui, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'histoire du club. C'est un club jeune, mais qui a quand même une belle histoire. Et le stade fait partie d'un identifiant fort. C'est un stade magnifique, c'est un stade génial pour le foot. C'est un stade qui résonne, dans lequel le public, quand il veut donner de la voix, vraiment, c'est impressionnant. On a des frissons à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il faut rester au parc. On parle de Cavani à Chelsea cet été. Comment on peut rester seulement 1 an dans un club ? Bon, il n'est pas encore parti d'abord. Non, mais dans l'éventualité où... Mais on ne va pas parler seulement de Cavani à Chelsea, on va parler de Verratti peut-être à Barcelone, où je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs parisiens qui seront sollicités. Après, il y aura des choix, il y a des joueurs qui veulent peut-être jouer plus, ça sera sans doute aux joueurs de décider. Mais Paris doit-il garder ses joueurs majeurs à la fin de cette année pour poursuivre? Si ce n'est pas Cavani, ça sera un autre grand joueur. Et c'est la marque des grands clubs. C'est-à-dire que si on parle déjà de transfert dès cette période, c'est que Paris Saint-Germain s'est inscrit dans les 5 à 10 plus grands clubs d'Europe, parce que ça vaut aussi pour le Real. Ça vaut pour la Juventus. Regardez, on parle déjà de Pogba l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Tous les grands clubs sont objets de rumeurs très très tôt. Après, la force du Paris Saint-Germain, ça va être quand même de pouvoir garder une ossature, parce que c'est comme ça que, palier par palier, tu peux éventuellement rivaliser avec les 3 ou 4 meilleurs clubs d'Europe. Autre rumeur, Thomas, Ronaldo, on l'a entendu, l'ancien grand joueur brésilien, pourrait-il être un directeur sportif au Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas, il ne l'a jamais été ailleurs, à ma connaissance. Donc voilà, il faudrait qu'il fasse ses preuves. C'est quoi un bon directeur sportif? C'est quelqu'un qui a un réseau, un carnet d'adresses. Franchement, je ne sais pas si Ronaldo, aujourd'hui, a ce réseau, ce carnet d'adresses. En tout cas, là aussi, ça nous fait rêver, en tant que supporter, d'avoir un des géants du jeu débarquer à Paris, quel que soit le poste, ça serait génial. On parlait de Maldini aussi. Ah oui.
L'ancien grand joueur milanais. Qu'on voyait souvent aussi dans les Il tribunes. faudrait voir quel pouvoir il aurait, parce qu'effectivement, si c'est juste pour la façade, pour la résonance mondiale, ça peut être intéressant. Ça peut avec être un ambassadeur. Un à ce ambassadeur moment-là. avec un directeur sportif dans l'ombre qui ferait le travail. Très bien. Avant de conclure, le maillot, bien sûr. Philippe nous l'avait amené. Vous vous La rendez compte, relique. c'est un numéro vintage. C'est avec celui-là Il est beau, moi, je trouve. que Philippe est devenu champion de France en ouais, c'est un beau 86. maillot. Il est beau, hein. C'est un vrai. Ouais. Merci, je le garde. Non, non, je vais le rendre. Notre numéro, notre partenaire 11 mondial, c'est le numéro de ce mois-ci. Il est formidable. Voilà, Malika. Un dernier mot pour la question Twitter. Évidemment. Et donc cette Bien semaine, la question Twitter est la suivante. Quelle équipe aimeriez-vous que le PSG affronte pour le prochain tour de Ligue des Champions? Voilà. Mon cher Thomas, on vous retrouve sur France 5 pour votre émission Média. Le dimanche à 12h35. On retrouve Sylvain Henry pour le différentes groupe Canal. choses. Voilà, dans le groupe Canal et aussi le club Sport et Démocratie. Vous allez sur Internet, Sport et Démocratie. Vous êtes allez voir. président, d'ailleurs. Je suis le président avec Pape Diouf, vice-président, et Serge Chimon, l'autre vice-président, Bertrand Pirel. Voilà. Quel beau conseil d'administration. Voilà, merci à vous. Et enfin, un petit mot pour Philippe. Donc, vous ne commentez plus, vous n'êtes plus consultant. Non. Donc, c'est une porte qu'on peut ouvrir, éventuellement un appel. C'est gentil. Voilà. Malika, on se retrouve. La semaine prochaine. Ça sera donc à 12h50. Bye bye. Merci. Salut.